Marx disait « Les idées deviennent des forces matérielles lorsque les masses s'en emparent ». Et Victor Hugo dit « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Mais encore faut-il, mes amis, que cette idée soit formulée clairement. Encore faut-il qu'elle ait son programme, encore faut-il qu'elle ait sa pensée. Le programme, vous l'avez connu, c'est l'humain d'abord. Et c'est à propos de l'Europe, son expression prolongée sur cette arène particulière qui tient finalement à peu de choses. Nous ne mentirons pas. On ne peut pas réformer cette Europe. Depuis le traité Merkozy, signé par M. Hollande, les yeux fermés, alors qu'il avait dit qu'il le renégocierait, forfaiture. Depuis qu'a été mis en place le mécanisme européen de stabilité financière dont je vous ai parlé pendant la campagne électorale, et je fus bien le seul à le faire, puisque tous les autres se passionnaient pour l'immense débat du moment qui était, non pas les frites molles à la cantine, mais la viande halal, qui les passionna pendant plus de 15 jours jusqu'à ce que passe le vote. Depuis qu'il y a ce traité budgétaire, un nouveau verrou a été fermé qui étrangle la démocratie davantage qu'elle ne l'était encore avant. Dorénavant, la France, deuxième puissance économique du continent, deuxième population et bientôt la première puisqu'elle est en dynamique démographique. La France doit venir le béret à la main, présenter devant une assemblée d'androïdes qui ont un programme extrêmement limité aux hallucinations collectives du libéralisme, son programme de gouvernement. Et les gens qui sont là ne se souviennent plus pourquoi c'est 3% de déficit, mais puisque c'est marqué, c'est ça qu'il faut faire. Heureusement qu'il y a un monsieur Abeille qui a dit « Eh ben moi je sais, on a marqué n'importe quoi. On a mis 3, on aurait pu mettre 2, on aurait pu mettre 5, ça n'a pas plus de sens, bien sûr. » Telle est la situation. Il est donc mensonger de dire qu'en rectifiant ici, en boulonnant par là, on arrangerait ce système. Il est intrinsèquement antidémocratique. Il est intrinsèquement porteur de guerre. Il est intrinsèquement antisocial. C'est une erreur absurde et cela ouvre la porte à une crise de civilisation sur le vieux continent. Du budget européen qui a été évoqué. Effectivement, le budget européen a été voté en baisse pour la première fois de l'histoire de l'Europe et c'est très inquiétant. Il est à un peu plus de 900 milliards d'euros. Oui, mais ce qui a été obtenu dans la négociation, puisque ça a été évoqué, voilà, exactement, ce qui a été obtenu dans la négociation par la gauche européenne. Rien du tout. Si, c'est le rétablissement de l'aide alimentaire aux plus démunis, que la droite européenne voulait supprimer, et qui a été rétabli dans le projet de budget. C'est l'établissement de la garantie jeunesse. Alors certes, il faudrait 21 milliards d'euros pour qu'elle fonctionne. Elle n'est que de 6 milliards, la garantie jeunesse. Oui, c'est ça. C'est un peu court. C'est exactement ça. La garantie jeunesse, juste pour préciser, c'est permettre aux jeunes chômeurs, vous l'avez dit, le chômage des jeunes nous plonge dans une situation dramatique. Comment est-ce qu'on peut envisager un avenir quand un quart de la jeunesse est au chômage en Europe, la moitié en Grèce ou en Espagne? Et donc la garantie jeunesse, c'est l'accès à un emploi, à un contrat d'insertion ou à une formation. Elle n'existait pas. Et ce que nous avons obtenu, c'est qu'elle existe avec 6 milliards d'euros. Et enfin, nous avons obtenu une clause de revoyure en 2016 pour justement ne pas avoir les mains liées par ce vote. Il y a autour de la table certains qui sont des députés européens sortants, d'autres qui ne le sont pas. Au-delà de notre couleur politique, nous pouvons, ceux qui sont des députés européens sortants, dire que ce que dit Mme Rosière est une reconstruction complète de l'histoire. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Certains ont choisi la continuité, d'autres le renouvellement. D'abord, ce ne sont pas du tout les socialistes qui ont pris cette option-là. Et nous pouvons témoigner ici, parce qu'il faut bien le dire, les décisions à Bruxelles, elles sont prises quand les chefs d'État et de gouvernement sont d'accord. Et donc, M. Hollande, et vous le savez très bien, nous a demandé aussi, parce que c'est ce qu'il a fait au Conseil, un budget qui est scandaleusement en recul par rapport aux années précédentes. Moi, je suis rapporteur... Attendez, je termine ma phrase. Je suis rapporteur du budget de protection des consommateurs et contre mon gré, et j'ai voté contre cette réduction du budget, nous avons un budget pour 2014-2020 qui est inférieur à celui de la période précédente. Nous avons choisi les résultats concrets, comme nous en proposons des mesures concrètes pour la suite. Je crois que ce qui s'est passé est dramatique pour le Parlement européen, mais pour les citoyens, parce que ça, c'est l'avenir de chacun qui se joue. Et moi, ce que j'ai trouvé insupportable, c'est d'entendre
j'entends le rapporteur du budget, M. Lamassoure, dire on va défendre le budget, on va défendre le budget. Qui est tête de liste en Ile-de-France. Tête de liste en Ile-de-France, mais qui est surtout rapporteur du budget. J'ai entendu M. Schulz, président du Parlement européen, on défend le budget, on défend le budget. Et candidat socialiste à la présidence de la Commission. Eh bien, 3 mois après, quand les chefs d'État ont refusé d'invalider le projet de budget du Parlement européen adopté en plénière, eh bien, à ce moment-là, ils se sont couchés devant les gouvernements. Et c'est insupportable parce que c'est la démocratie qui, à ce moment-là, a été prise en otage par 28 égoïsmes nationaux, alors que la crise touche tout le monde. Égoïsme national, Louis Alliot? Non, je crois pas. Ça vous fait bondir? Non, mais je pense qu'on se trompe. Je pense que, justement, cette Europe, elle est bloquée par cette architecture institutionnelle. Ceux qui veulent aller plus loin se trompent. Une uniformisation sociale, ça vous paraît impossible? Mais ce n'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans des compétitivités intérieures. Parlez, par exemple, à la frontière espagnole avec les entreprises de Perpignan. Vous verrez qu'elles se retrouvent sur des marchés publics, en concurrence avec des Espagnols, qui ont des prix moitié inférieurs à ce qu'ils peuvent proposer. Ils sont en train de disparaître. Madame Alliot-Marie parlait des entreprises. Cette année, 63 452 défaillances d'entreprises, 271 000 emplois en moins. Ça, c'est la réalité de l'Europe qui est en train de se construire et qui est en train de mettre non seulement nos entreprises en difficulté, mais nos petites et très petites entreprises. Et c'est là qu'est le drame, pardon. Alors justement, Madame Alliot-Marie, Monsieur Alliot vous attaque un petit peu. Est-ce que... Non, je donne un chiffre. Légèrement. Est-ce qu'on a raté quelque chose pour ces petites entreprises? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une forme, si je puis dire, de protectionnisme particulier pour ces PME? D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a tellement de défaillances, c'est aussi parce qu'il y a une augmentation des impôts et des taxes pesant sur les entreprises et des prélèvements divers. Ça a été fait pas par l'Europe, ça a été fait par le gouvernement socialiste actuel. Et c'est ce qui explique très largement les 63 000 défaillances d'entreprises. Deuxièmement, ce que je dis, c'est qu'il est important d'avoir une convergence fiscale et sociale. Et moi, ça fait des années, car j'étais parlementaire européen à partir de 89, entre 89 et 93. Et je demandais déjà à l'époque que quand on déverse des fonds structurels pour aider des nouveaux entrants à se mettre à niveau technologique, on leur demande en même temps de relever les niveaux des salaires et de la protection sociale des salariés. Parce que l'Europe, elle est faite d'abord pour les hommes et pour les femmes. Elle est faite d'abord pour améliorer leur situation et pas simplement pour créer des infrastructures, même si celles-ci sont nécessaires. Et si nous avions fait ça, comme je le demandais il y a bientôt 20 ans, eh bien aujourd'hui, effectivement, nous n'aurions pas ces distorsions de concurrence entre les PME françaises et les PME espagnoles ou autres. Alors, ce n'est pas la seule mesure à prendre, mais celle-là est effectivement tout à fait essentielle. Alors, de la même façon que l'application différenciée des normes. Allez-y, terminez rapidement. L'application différenciée des normes, il y a des normes européennes qui sont faites pour arriver à peu près avoir la même situation, mais le gouvernement français et les gouvernements français, parce que ce n'est pas simplement l'actuel, ont tendance à en rajouter et à faire peser beaucoup plus de contraintes sur nos entreprises. Pour conclure sur ce chapitre économie sociale, Jean-Luc Mélenchon, par la place des autres, pas, mais pour moi, possible d'uniformiser socialement. Je veux répondre à la question qui a été posée. Allez-y. Est-ce que ce sont des égoïsmes nationaux, comme l'a dit José Bové il y a un instant? Mais pas du tout. C'est une vue idéologique. 16 gouvernements sur 28 en Europe sont co-gérés par les partis de droite et la social-démocratie. Ils sont tous d'accord, à commencer par Martin Schulz, qui est un Allemand social-démocrate, qui co-gouverne avec Mme Merkel. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut réduire la dépense publique. C'est leur religion. Par conséquent, ils ont réduit le budget européen. Savez-vous que nous pouvons ici faire des gargarismes pendant des heures sur les grands projets européens? L'Union européenne n'a pas le droit d'emprunter. Aussi incroyable que ce soit, la dette de l'Europe est égale à 0. Dans le même moment, cette Union européenne est gérée plus mal qu'aucun État. Elle a 16 milliards d'impayés et 1 milliard d'excédents l'année courante. Et c'est une gabegie généralisée. Quant à la candidate du Parti socialiste, je trouve absolument énorme qu'elle ose nous dire qu'on a obtenu quelque chose de concret. Le président François Hollande avait dit qu'il renégocierait le traité. Il n'a rien renégocié. Il dit qu'il va faire un plan de croissance. Et maintenant, en Europe, figurez-vous qu'un plan de croissance, c'est moins 85 milliards. Les mots n'ont même plus de sens. Et ici, on continue à les mouliner tranquillement. Ce sont des apparences. On laisse répondre Virginie Rosière. Pour conclure, vous accusez du temps de parole en retard. Et ensuite, on passe au transport. Allez-y. Sur ce sujet, je précisais juste que ce sont les listes du Parti socialiste et du Parti radical de gauche auquel j'appartiens.
D'accord. S'il s'agit d'en dire un mot... Non, mais par rapport aux accusations contre le gouvernement de Mélenchon. Accusations, démonstration. Ce qui m'étonne, c'est d'entendre Mme Alliot-Marie expliquer qu'elle est pour une harmonisation sociale et fiscale en Europe, alors que la droite européenne est au pouvoir depuis 10 ans en Europe. Je me demande simplement pourquoi ça n'a pas déjà été réalisé. J'ai du mal à le comprendre. Merci, allez, on conclut sur ce chapitre. Alors, on enchaîne, justement, on a une thématique qui n'est pas encore totalement européenne, même si l'Europe a quelques capacités en la matière. Un des axes de développement économique du territoire, pourquoi pas, et de la région, les transports. L'Europe, donc, peut-elle aussi nous aider à mieux circuler et à développer notre région? C'est la question que nous allons poser dans cette deuxième partie de l'émission. Oui, Nora, franchissement des Pyrénées, alternative aux couloirs interminables de camions TGV, les lignes grande vitesse d'ailleurs, un exemple avec celle qui concerne l'Aquitaine et qui à terme devrait desservir l'Espagne, un reportage de Marie-Pierre Dabrijon et Sylvie Tusquemounet. L'Europe des transports, une réalité en construction et souvent méconnue. La preuve avec la future ligne à grande vitesse. Sans l'aide de l'Union européenne, elle n'aurait pas pu voir le jour. Et pourtant. Savez-vous qui finance cette future ligne à grande vitesse? Normalement, le conseil régional, les mairies, le préfet, la préfecture. L'État, la région, le département peut-être. Je pense qu'il y a la région, il y a un peu de la SNCF, mais il y a beaucoup de mon porte-monnaie à moi. Et l'Europe, 7,8 milliards d'euros, c'est le budget global de la LGV Tours-Bordeaux. Bruxelles subventionne la suppression du bouchon ferroviaire au nord de Bordeaux. Ici, on est sur un projet qui va recevoir une subvention européenne à 2 titres, parce que nous nous situons sur un axe qui a été décrété comme prioritaire par l'Europe, l'axe nord de l'Europe jusqu'à l'Espagne. Et puis, comme deuxième critère, on se situe aussi dans une zone de congestion ferroviaire, un nœud ferroviaire. En 2017, Bordeaux sera à 2 heures de Paris au lieu de 3 aujourd'hui. Un projet ferroviaire qui attire les investisseurs. Voici les terrains du futur quartier d'affaires autour de la gare, Euratlantique. Cette société immobilière a choisi de s'implanter dans le sud-ouest. Nous avons pu nous rendre compte à Marseille et à Lyon de l'impact positif de l'arrivée du TGV. Ici, on va développer effectivement un peu plus de 45 000 m². Donc nous aurons un hôtel 3 étoiles, un hôtel 4 étoiles. On aura 30 000 m² de bureaux et des logements. Bordeaux, futur carrefour européen. Car la ligne Bordeaux-Tours n'est que la première pierre d'un vaste projet de 3 LGV. Bordeaux-Toulouse en 2024 et Bordeaux-Dax en 2027. La dernière phase vers l'Espagne reste la plus hypothétique, pas avant 2030. C'est un remodelage qui se met en œuvre pour repenser la géographie, la bonne vieille géographie des transports à l'échelle régionale, la région prenant plus de sens à l'échelle européenne. Quid des autres liaisons? La Fédération nationale des associations des usagers des transports reste vigilante. Bien sûr, l'Europe se rapproche de l'Aquitaine, ça c'est clair et net, mais il faut voir aussi que l'Aquitaine est en France et que ces LGV se font au détriment des liaisons transversales. C'est-à-dire que demain, pour faire un Bordeaux-Lyon, on va vous proposer un Bordeaux-Paris et un Paris-Lyon, mais les liaisons transversales ne se feront plus, comme par exemple Bordeaux-Marseille. En attendant, le financement européen des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax n'est toujours pas bouclé. Il le sera après l'enquête publique. Elle démarre à la fin de l'été 2014. Et voilà pour ce reportage. Donc à l'image de cet exemple, on voit bien que l'Europe est un intervenant majeur dans les questions de transport. Louis Alliot, je m'adresse à vous. Est-ce que l'Europe ne devrait-elle pas avoir, entre guillemets, une pleine matière, dans ce domaine, une compétence pleine et entière ? Écoutez, pardon, beaucoup a été fait sur ces liaisons, mais c'est vrai qu'il y a carence par manque de moyens le plus souvent. Regardez, vous avez parlé de l'Aquitaine, mais regardez un peu ce qui se passe. Les Espagnols ont fait venir le TGV jusqu'à Perpignan. Les Français en sont encore aux études pour savoir s'il va venir de Montpellier. Il manque l'axe transversal Bordeaux-Toulouse-Narbonne. Tout ça n'est pas fait, tout ça n'est pas financé. Et effectivement, on peut se poser des questions. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut transférer ses compétences sur la gestion des transports et des lignes et la construction à l'Europe Oui, il faut surtout qu'en France, les politiques dans les régions ou dans les villes arrêtent de se disputer entre eux pour faire avancer les projets. Parce que le TGV, justement, de Narbonne à Perpignan, il a beaucoup perdu de temps à cause des querelles de clochers entre le Parti socialiste et l'UMP. Voilà où nous en sommes. J'entendais dans votre reportage, Bruxelles subventionne avec notre argent. La France verse à l'Europe 20 milliards d'euros. L'Europe nous reverse par l'intermédiaire de tous ces projets, y compris la PAC,
13 milliards d'euros. Nous en sommes de 7 milliards de notre poche. Et je pense que les téléspectateurs doivent en avoir conscience et connaissance. Virginie Rosière, compétence pleine et entière européenne pour les transports, par exemple, quand on voit que des chantiers comme celui de la LGV Sud ne seraient pas possibles sans l'Europe. Oui, on voit bien que l'action de l'Europe est indispensable pour la mise en place de ces infrastructures. Elles sont essentielles pour nos régions, que ce soit la liaison TGV dans l'Aquitaine ou le long de la Méditerranée. Donc nous avons besoin de l'Europe sur ces domaines. Mais l'Europe intervient aussi au service des passagers, puisqu'elle a grandement amélioré les droits des passagers. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais aujourd'hui, si on peut porter réclamation en cas de retard, en cas de perte de bagages. Au niveau des règlements, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est une action de l'Europe assez déterminante. Mais par contre, s'agissant des transports, il faut que l'Europe soit là. Et on a besoin d'elle pour la constitution de ces infrastructures. C'est ça aussi qui rend l'Europe palpable. On a besoin d'elle au niveau strictement financier, ou elle ne pourrait-elle pas piloter ces projets? L'interaction avec le territoire est indispensable. Donc je pense que dans ce domaine, les régions ont évidemment un rôle à jouer, mais ça doit être un dialogue entre l'État, les régions et l'Europe. Et l'Europe doit être très active dans ce domaine financièrement, mais aussi dans son rôle d'impulsion. Excusez-moi, par rapport aux reproches de Louis Alliot, qui disait c'est aussi les institutions françaises, les collectivités locales qui n'arrivent pas à se mettre d'accord ensemble. On sait qu'il y en a beaucoup de collectivités locales socialistes ou radicales de gauche ici dans nos régions. Vous partagez son analyse ou pas? Pour les collectivités, les présidents de collectivités que je connais, ils sont favorables et tous favorables à l'instauration de ces liaisons, donc je ne pense pas que la difficulté soit là. Alors Jean-Luc Mélenchon, je vous vois tiquer, pas d'accord du tout avec une compétence pleine et entière. Non, avec à peu près rien de ce qui vient de se dire. D'abord, parce que c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait en vous voyant. Oui, parce que c'est un débat d'une abstraction totale. Quel est le sujet aujourd'hui des transports? Permettez-moi de vous le dire. Vous ne savez pas de savoir si c'est Bruxelles qui sait mieux qu'un Périgourdin ou que quelqu'un de nos régions, ce qui est bon. C'est pas ça la question. La question, c'est que l'on vient de décider d'un paquet ferroviaire qui a été voté il n'y a pas 100 ans, il y a 2 mois, et ils l'ont voté, qui prévoit la mise en concurrence sur le domaine ferroviaire. Et ça, c'est la mort lente. Quant à l'exemple que vous avez donné, il n'y a pas meilleure démonstration de l'aberration que cette conception du transport. D'abord parce que c'est un partenariat public-privé, qui coûte une somme folle. Alors que si l'on voulait avoir des moyens de financer de tels transports, il ne serait pas juste de le faire reposer sur la seule génération présente. Il faudrait que ce soit des emprunts de très long terme, consentis par la Banque Centrale Européenne, elle ne le fait pas. Deuxièmement, vous avez montré des images où l'on voit bravement une grue porter des traverses en béton. Savez-vous que le béton, c'est du sable et qu'il y a une crise du sable? Savez-vous qu'on peut faire des traverses en bois d'œuvre et que c'est écologique? Tout est aberrant. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Ce dont nous avons d'abord besoin, ça n'est pas de gagner un quart d'heure entre Paris et Bordeaux. Non, ni même une demi-heure. C'est pas ça qui pourrait développer la région. C'est d'un maillage du territoire, de toutes ces lignes qui faisaient la richesse, la force et qui permettent d'économiser des transports locaux en automobile. Et enfin, nous avons besoin de voies prioritairement qui portent tous les camions. Si c'était moi qui avais à en décider, il ne passerait plus un camion de la frontière belge à la frontière espagnole autrement qu'en train. Voilà l'avenir. Donc cet homme, maintenant, il s'est habitué à, depuis son burlingue, décider qui représente quoi dans ce pays. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça dans le Canard, il lui est venu une idée. Tiens, si on changeait la date des élections régionales. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans une mouise pas possible, je vous la passe. Mais l'autre, comme il a un cerveau tordu, il se dit, si je décale bien la régionale, je la colle pas trop loin de la présidentielle, Hollande se prend, paf, une bonne poche, et voici Manuel. Vous êtes vraiment des gamins, hein. Avec eux, la politique, ça respire. Hein. L'air de l'altitude. Et voici ce qu'a inventé cet homme. Je suis parlementaire européen. Je dirige un parti avec Martine Billard, qui est un parti légal, qui a un siège, des élus un peu partout, et nous allons au ministère de l'Intérieur et on leur dit la chose suivante. Dites donc, on a entendu dire que vous allez classer les listes pour donner les résultats le soir du premier tour. Oui, c'est vrai. Nous allons indiquer quelle est leur nuance. N'ouvre la repas en nuance. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des nuances? Non. On ne peut pas. C'est un secret de fabrication, en quelque sorte. C'est comme le moyen avec lequel sont pondérés les sondages. On n'a pas le droit de savoir.
C'est comme si vous faites, quand vous faites votre omelette, là, ou votre gâteau, vous gardez votre recette pour vous. Vous le dites juste à votre meilleur ami. Monsieur Valls a cru qu'il suffirait de nous dire qu'il ne nous donnerait pas la liste des nuances pour qu'on ne l'ait pas. Petit garçon. Allons. Oui. Allons. Allons. Oui. Allons. Allons. Oui. Petit garçon.